Parfait. Donc concernant les avions du Béarn, déjà une petite introduction. C'est un sujet pour moi, j'avais fait des recherches dessus il y a à peu près une dizaine d'années et lorsque j'ai vu la possibilité de faire des conférences dessus, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir partager justement le fruit de ces recherches, avec un plus grand nombre. Donc le sujet, c'est pas simplement les avions qui sont embarqués sur le Béarn, c'est vraiment de regarder ce qui s'est passé juste dans l'immédiate avant-guerre, au début des hostilités. Heu, Comment les contrats d'achat de matériel se sont faits aux États-Unis, quel a été le rôle de la France dans ces contrats-là et après le périple du dernier contrat, en fait, des avions de ce dernier contrat, comment sont arrivés. Donc on est quelques heures avant la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne. Il y a 2 officiers français, le colonel Paul Jacquin, qui est auparavant conseiller pour une mission, préalable de Jean Monnet, qui avait mené les missions précédentes d'acquisition de matériel outre-Atlantique et le colonel Stéphane Touvenot, 31 ans, ingénieur de l'air, un brillant parcours, donc diplômé de X super-héros. Et ils vont traverser la France, l'Espagne, le Portugal dans une course contre la montre. Leur destination, c'est être arrivé à Lisbonne, en fait, dans le délai le plus court, de façon à pouvoir, pour aller justement aller prendre le dernier vol entre l'Europe et les États-Unis avant la déclaration de guerre et le dernier clipper donc sur lequel l'ambassadeur des États-Unis a réussi à leur obtenir in extremis les 2 derniers sièges. Pourquoi? Parce que mandatés par Daladier, leur mission est d'acheter tous les avions, tous les moteurs disponibles qu'ils pourront trouver aux États-Unis. Il est important pour eux, en fait, d'arriver aux USA avant la déclaration de guerre officielle, car il y a l'acte de neutralité, Neutrality Act aux États-Unis, qui empêche la vente de matériel militaire aux pays en conflit directement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent commencer leur démarche et arriver sur le sol américain avant justement que les hostilités soient officiellement déclarées. Donc, si on a aux États-Unis, on a Roosevelt qui supporte la mission, le chef de corps, le général Arnold, s'oppose lui totalement à la vente de matériel plus moderne. Donc, par matériel plus moderne, on parle du nouveau P-38, donc le Lightning qui vient de sortir, le prototype vient de voler, et le P-39 qui commence à équiper l'armée américaine, malgré que les capacités de production de ces appareils étaient existantes. En bref, l'Air Corps américain va faciliter l'achat d'avions dont il ne vole absolument plus. C'est ça qui va se passer. Finalement, le 5 octobre 1939, va y avoir un contrat pour plus de 1000 avions, chasseurs et bombardiers. On parle de 4700 moteurs et 200 avions d'entraînement qui va être passé. La France va financer 3 millions de dollars de l'époque, ce qui correspond à presque 55 millions d'aujourd'hui, pour augmenter la capacité de production des usines américaines, et près de 10 millions, donc environ 186 millions de dollars actuels, pour la production des moteurs. Pourquoi? Parce que le constat rapide qui va être fait, c'est que si après, dans, l'après-guerre, pendant la période, je dirais les années subséquentes de la guerre, les États-Unis vont devenir une puissance industrielle de premier plan et développer justement cette capacité de production. En 1939, ce n'est vraiment pas le cas. La capacité, mensuelle de production de Pratt& et Whitney, par exemple, elle est de 200 moteurs par mois. Cette production est complètement absorbée par les commandes françaises, anglaises et américaines. Si on regarde les productions d'avions, la même chose. Le nouveau moteur Allison en ligne qui doit être produit, qui est beaucoup plus puissant que les moteurs existants, même problématique, il n'y a aucune capacité d'augmenter physiquement la production. Donc la France va financer la capacité de doubler celle-ci. Et le seul modèle qu'ils arrivent à acquérir, c'est le Hawk 81, qui va être connu sous le nom de P40. Donc, c'est la première version qui va être achetée, le P40A, et ils vont payer près de 1 million pour accélérer la production de cet appareil-là. Indépendamment donc de cet argent qui va être versé aux États-Unis, euh, aucun appareil ne sera livré avant juillet 1940. Et pour ces appareils-là, ils vont se retrouver comme Tomahawk 1 du côté de la Royal Air Force.
qui va les juger en fait non adaptés au combat. Pourquoi? Parce que cette première version manquait totalement de blindage, avait un armement qui était beaucoup trop léger. Donc c'est peut-être pas si pire qu'on se retrouve avec que les commandes ont été déplacées pour cet appareil-là, en sachant que les versions subséquentes, elles, vont être envoyées après en Chine, avec les Flying Tigers, entre autres. Parmi les appareils modernes, en fait, qui vont être achetés lors de cette commande, ça va être la suite donc, des achats de Hawk 75, la version adaptée à la France du P-36. La version donc, qui va être commandée donc, dans celle-ci, ça va être la version A4, H75 A4, et qui est doté d'un moteur Cyclone qui va être beaucoup plus puissant et aussi d'instrumentation française. On parle d'un viseur français qui remplace le viseur américain, pareil aussi au niveau de l'armement, au niveau des mitrailleuses. Sur cette version-là, elle est aussi appelée le 751. Donc, ce qui permet pour ceux qui le souhaitent, un petit film qui va nous permettre justement donc, cet appareil-là, en fait, c'est un des... juste un petit instant, voilà. Oups. Pour cet appareil, donc la version du H75, ça va être la version la plus moderne du H75 qui va être livrée à la France, en sachant que les commandes précédentes qui ont été faites par Jean Monnet ont été livrées déjà intégralement et ont commencé à équiper les unités en métropole. Donc, l'autre appareil qui va être acheté en grand nombre, ça va être le Curtiss SBC4 Helldiver. Donc, pas confondre avec le Helldiver qui est le monoplan torpilleur qu'on voit apparaître, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, qu'on voit apparaître plus tard dans la guerre. Le Helldiver, la première version, le SBC, c'est un appareil qui a été conçu en 1935, donc qui est déjà complètement obsolète. Les versions précédentes, donc SBC 1, 2, 3, ont équipé la marine américaine depuis donc 1935-1936. En 1938, il y a la version qui est remotorisée, qui est le C4. C'est un bombardier en piqué que vous pouvez voir à l'écran. Et il y en a 90 qui sont achetés auprès de la marine, en fait auprès de Curtiss. Et la capacité de production n'étant pas suffisante, Roosevelt ordonne à la Naval Reserve de préparer 50 appareils qui vont être prélevés directement des forces américaines et qui vont être convoyés à l'usine Curtiss de Buffalo, où ils vont être transformés au standard français. On parle donc de remplacer l'ensemble des marquages US, donc toutes les mentions BUAR et autres qui pouvaient identifier l'appareil comme provenant des États-Unis, toujours en raison du Neutrality Act, vont être remplacées par des marquages français. On va avoir le remplacement de l'armement américain par des mitrailleuses d'armes de 7.5 et la peinture des appareils aux couleurs françaises. La photo qui illustre, c'est justement un de ces appareils qui vient d'être peint aux couleurs françaises, qui est prête à partir donc depuis l'usine de Buffalo. Ça serait simple jusque-là. On se dit, bah, les appareils vont partir, vont être envoyés au Canada pour être convoyés. Mais en raison que le Neutrality Act, il est passé par le Congrès en 1939 et il est sur le principe du cash and carry. En gros, ça veut dire que la vente d'armes est autorisée à partir du moment où l'acheteur paye cash et s'occupe du transport de l'équipement. Il est hors de question pour les États-Unis de convoyer ces appareils en vol au Canada. Le passage de frontière n'est pas autorisé. Et la raison donc qui va se passer, c'est que les 50 Helldivers vont être envoyés en vol jusqu'à l'aéroport de Houlton, dans le Maine. Et là, ils vont passer la frontière d'une manière un peu différente. Ils vont la passer par la route, donc tirés à la main par des chevaux ou par des véhicules. Donc, c'est le passage de la frontière en faisant attention aux poteaux téléphoniques, comme vous pouvez voir. Ce sont les petites routes qui sont frontalières entre les deux. Et ça va se faire de cette manière-là pour arriver au Nouveau-Brunswick. Donc, une autre perspective justement de ce transport des Helldivers français vers le Nouveau-Brunswick depuis le Maine, aux États-Unis. Si vous voulez vous arrêter dans un motel avec un Helldiver.
Donc une fois après qu'ils vont être arrivés donc là, c'est pas un porte-avions canadien, je vous rassure que vous avez là, c'est simplement une barge de transport. Pour la partie donc canadienne, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver, ils vont être envoyés au Nouveau-Brunswick sur l'autoroute locale à la hauteur de Woodstock. Et l'autoroute va être bloquée. Il ne faut pas que le trafic soit très important, même aujourd'hui. Et là, ils vont redécoller à destination du port de Dartmouth. Dartmouth, c'est à Halifax, donc en Nouvelle-Écosse. Seul problème, c'est que la météo n'est absolument pas clémente. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Nouveau-Brunswick, principalement, ce sont des bois. Même, je dirais, la forêt des Bauges est petite à côté. Il faut imaginer des bois sur 250-300 km où vous allez croiser absolument personne. Donc là, il y a avec des collines aussi, des petites montagnes. Et la météo est absolument dangereuse. Et le premier groupe de 3 appareils, il y en a un qui s'écrase, malheureusement. Donc, on se retrouve avec 49 appareils qui vont arriver à Dartmouth. La suite, en fait, c'est qu'ils arrivent donc sur l'aéroport et les pilotes, eux, sont des employés donc de Curtis. Ce sont principalement en fait des réservistes américains, mais qui vont être payés 250 dollars et qui vont être donnés un billet de train pour le retour d'Halifax à Buffalo. Et là, arrivé à donc Halifax, il y a le porte-avions Béarn qui est arrivé, qui va les attendre. Le Béarn lui-même, c'est le seul porte-avions en service dans la Marine nationale à ce moment-là. Initialement, c'est un cuirassé de la classe Normandie qui a été mis sur cale avant la Première Guerre mondiale. Il est inachevé à la fin du Premier conflit mondial et transformé en porte-avions. Il a servi vraiment à l'expérimentation de la France en matière de porte-avions. Il a été mis en service en 1928. Il est long de 183 mètres, un déplacement de 25 000 tonnes. Par contre, il est beaucoup trop lent. Il a certaines configurations assez particulières, notamment des ascenseurs électriques qui font que le pont d'envol est complètement coupé quand ils sont en utilisation. Et une lenteur aussi qui ne permet pas d'utiliser en dehors d'une météo qui soit correcte. Donc, parmi les autres appareils qui vont être chargés à bord du Béarn, on retrouve aussi 6 appareils Buffalo de la force aérienne belge. Donc, ces appareils-là vont être rajoutés aussi sur le Béarn, vont être chargés sur le porte-avions. Une autre vue des Buffalo à la station de la Royal Canadian Air Force à Dartmouth. Parmi les autres appareils qui vont être présents, qui vont être embarqués, sont les Stinson HW75. Le Stinson 75, qui est aussi appelé modèle 10, c'est un biplace léger côte à côte à ne pas confondre avec le Reliant de Stinson, souvent qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant. Donc, il y en a près de 600 qui ont été commandés par la France pour aller équiper principalement l'armée de terre comme appareil de liaison, comme appareil justement de repérage pour l'artillerie. Et parmi ces appareils-là, la capacité de production de Stinson, encore une fois, est insuffisante et un grand nombre sont achetés à des particuliers et donc vont arriver, la plupart du temps vont être tous démontés. Et donc, il y a 14 Stinson, donc non, 8 Stinson, pardon, excusez-moi, qui sont embarqués donc sur le Béarn. L'autre appareil qui va allier, donc on a 6 Curtis H75 aussi qui sont en caisse et qui sont embarqués sur le Béarn. Le fait qu'il y en ait déjà ces appareils-là qui sont présents sur le porte-avions va faire qu'il n'y a pas la capacité d'embarquer l'intégrité de tous les 49 SBC4 et ce sont simplement 44 appareils qui vont être chargés à bord. Ils vont être abandonnés à Halifax et ils seront rachetés par l'Angleterre en août 1940. La dénomination donc, de ces appareils dans la Royal Air Force, c'est le Cleveland Mark I, et ils seront envoyés quelques temps plus tard avec le porte-avions HMS Furious et utilisés par le 24e Squadron depuis Hendon comme appareil de liaison, avant d'être complètement démobilisés et reconvertis comme appareil d'entraînement au sol.
Donc, aucun en fait des appareils des Helldivers qui a été commandé n'aura vu le combat. C'est à noter. On va voir ce qui est arrivé un peu plus en détail à eux. Donc l'autre navire qui est là, c'est avec le Béarn, c'est le croiseur école Jeanne d'Arc qui ont quitté qui vont quitter la base d'Halifax en direction de Brest le 16 juin. 2 jours plus tard, le port français va tomber dans les mains allemandes et l'ordre est donné au navire de rallier Fort-de-France en Martinique. Donc une autre vue du Béarn. Donc on peut voir la côte de croiseur avec le pont qui est remonté, qui est assez typique des appareils, des premiers porte-avions de cette époque. En sachant qu'après, il va être remplacé, il peut y avoir des porte-avions de la classe Joffre qui vont être commandés pour l'emplacer. Ça, c'est le Jeanne d'Arc, qui est un croiseur école, donc, sur lequel va y avoir aussi l'autre cargaison importante à noter pour le Jeanne d'Arc et le Béarn, c'est l'or de la Banque de France qui doit charger, en fait, une grande partie de environ 750 tonnes d'or sont envoyées en Afrique du Nord. Par contre, il y a presque 300 tonnes qui, eux, vont être envoyées, en fait, pour être exact, il y a 299 tonnes au total qui sont envoyées normalement pour aller dans les banques canadiennes, mais la défaite va faire que cet or-là va rester à bord du porte-avions et de la Jeanne et du croiseur Émile Bertin qui va les rejoindre quelques jours plus tard. Donc, ça devait servir à payer ces commandes d'avions, mais le fait justement que Brest tombe va faire que cet argent-là ne sera pas payé aux États-Unis directement. Donc nous sommes le 18 juin et les deux navires donc, vont rallier Fort-de-France en Martinique. Là, c'est donc un SBC-4 aux couleurs, le Cleveland Mark I aux couleurs anglaises. Une vue du porte-avions donc avec les Buffalo qui sont sur le pont du Béarn. Et nous arrivons donc à la Pointe des Sables, en Martinique. Et là, les avions donc sont débarqués sur le premier champ qui est le plus proche, à proximité. Et les équipages, c'est l'équipage du Béarn qui se charge de ça. Ils ne sont pas du tout préparés, entraînés pour préparer les appareils à une longue inactivité. Et ils les abandonnent simplement dans un champ boueux. Et ils sont pas, il n'y a aucun des préparatifs habituellement au niveau de ce qu'on peut faire pour le stockage d'un avion, que ce soit du calfeutrage des pitot, que ce soit du stockage du moteur au niveau de changer avec de l'huile de stockage ou autre. Il n'y a absolument rien qui n'est fait. Et ils sont abandonnés à leur sort sur ce champ, donc qui est pas mal... qui est dans un climat qui est humide et les appareils se dégradent très très rapidement. Une autre vue du champ où sont stockés les différents appareils. Donc, comme on peut voir, là, les Buffalo belges en avant avec les SBC qui sont en arrière, on peut distinguer certains Curtiss un peu plus loin. Le porte-avions Béarn, lui aussi, est complètement inactif et il n'est pas camouflé, en fait, c'est la rouille qu'on voit sur cette photo. Il se détériore extrêmement rapidement sous le climat martiniquais. Et donc, malgré cela, il y a une inquiétude des Anglais de savoir est-ce que justement, parce que l'administration des Antilles est pro-Vichy, de savoir justement si le porte-avions va partir et va aller mener des missions. Donc, c'est un souci. Et il va y avoir un croiseur anglais, le Dundee, qui va être assigné à la surveillance du Béarn pendant toute cette période et aussi du croiseur Émile Bertin en Guadeloupe. Là, une particularité de cette photo, je parlais tout à l'heure des ascenseurs électriques et la configuration particulière du Béarn. Comme vous pouvez voir, là, les ponts sont ouverts et donc le pont est complètement inutilisable le temps que les ascenseurs du porte-avions sont utilisés. On se retrouve maintenant en 1942 et les États-Unis sont en guerre.
Et le 12 mai 1942, il y a une inquiétude de la part des États-Unis de voir justement le régime pro-Vichy servir de base avancée pour, par exemple, des U-boats ou autres. Et suite à cela, il y a une étude qui est menée pour envahir la Martinique et couler le Béarn, entre autres. Finalement, le plan n'est pas mené, mais il y a une confusion qui existe autour du risque de voir les Américains débarquer et ils entraînent l'ordre de détruire les avions de la Pointe des Sables. C'est une confusion à première vue qu'il y a eu. La directive était en cas de débarquement de brûler, de détruire ces appareils et ça a été interprété par l'équipage du Béarn comme l'ordre de détruire finalement. Et le 12 mai 1942, l'ensemble des appareils qui sont situés à la Pointe des Sables sont brûlés, donc avec les Buffalo belges. On se trouve maintenant en 1943 et suite au débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, l'ordre est donné aux autorités navales de la Martinique qui sont repassées donc du côté des forces françaises libres d'expédier au Maroc, quel que soit leur état, tous les équipements aéronautiques disponibles à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, y compris les pièces récupérables sur les appareils détruits. Donc là, on voit c'était encore une photo, cette photo-là date du 12 mai 42, et c'était la préparation juste avant le sabotage des appareils des Curtiss H-75. Absolument neuf. Donc, on a une récupération qui va se faire tardivement. On doit attendre le mois de mars 1944 avec deux appareils qui étaient encore en caisse, en fait, les H-75, 96 et 97, un bateau américain, l'USS Oregon, qui va quitter Fort-de-France à destination de Casablanca, où il va arriver le 30 mars. Le 12 décembre 44, ce sont les H-75, 79, 80 et 81 qui étaient en caisse sur la Jeanne d'Arc, qui vont quitter Fort-de-France à bord de l'USS Sagittaire, toujours à destination de Casablanca, où ils vont arriver le 19 janvier 45. Et c'est après la guerre, le 15 juin 45, que les H-75, 82, 84 et 86, toujours en caisse, totalement neufs, qui vont quitter finalement Fort-de-France à destination de Marseille. Le gros des H-75, donc, pour qui vont être transférés à Casablanca, va être envoyé principalement au CIC à Meknès, tandis que tous les derniers survivants vont être rapatriés en métropole à l'été 46 et les derniers retirés de l'inventaire le 20 août 1949. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune mention n'est faite concernant les Stinson. Donc, les appareils, là, une photo du Stinson, le modèle HW75, qui est aussi le modèle 10. Donc, c'est un appareil, j'ai eu la chance d'en restaurer un, petite parenthèse, et c'est un appareil qui est avec une structure en bois étoile. Donc, il y a une structure qui est une aile elle-même qui est hybride avec donc un longeron métallique et des nervures en bois, pareil avec le reste. Et c'est un appareil qui est motorisé par un moteur Franklin de 90 chevaux. Et pour ces appareils-là, il n'y a aucune mention qui est faite. Par contre, ce qui se passe, le plus probable, c'est qu'ils aient accompagné les caisses des H-75 vers l'Afrique du Nord. Aussi, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu toutes les pièces des appareils et instrumentation des appareils qui étaient détruits à la Pointe des Sables qui ont été envoyés en même temps. On en retrouve plusieurs de ces Stinson après la guerre dans les aéroclubs au Maroc et en Algérie. Et en faisant le suivi des numéros de série, par exemple, cet appareil-là faisait partie des appareils qui étaient en caisse, soit sur le Béarn, soit avec la Jeanne. Et donc, c'est là que finit les aventures des avions du Béarn. Et on se retrouve donc en 1990 et il va y avoir une première, je dirais, de recherche qui va être faite pour savoir qu'est-ce qui sont arrivés. La plupart des appareils des restants ont été vandalisés,
récupérées dans des bidonvilles qui ont été proches. Ce sont des structures de SBC principalement qui ont été récupérées. Mais sur place, on retrouve encore des moteurs. On récupère encore dans les années 90 beaucoup, beaucoup de pièces, comme l'illustre ce morceau de journal qui date de 1987. Donc il y a encore, on parle des années 90, de nombreuses pièces qui étaient récupérables à ce moment-là à la Pointe des Sables, qui était dans une zone qui était gérée par la gendarmerie en Martinique et qui était donc une zone d'accès restreinte, qui a fait que le tout est resté à peu près en l'état. Donc, quelqu'un d'autre avec qui quand j'ai commencé en fait mes recherches, c'était pour savoir sur cette période et sur ces appareils, c'était pour savoir est-ce qu'il y avait des choses qui étaient récupérables, est-ce qu'on pouvait aller faire encore de l'archéologie aéronautique sur le site. Et donc, une personne avec qui je suis entré en contact m'a envoyé des photos de ses recherches et de ce qu'on pouvait retrouver au début des années 2000. Donc, au début des années 2000, il y avait encore beaucoup, beaucoup de pièces qui étaient disponibles, principalement des pièces de SBC4 et qui étaient encore possibles de récupérer. Malheureusement, ce qui s'est produit, c'est que toute cette zone a été vendue et a été détruite. Et aujourd'hui, c'est un centre commercial et un parking qui est venu la remplacer. Il ne reste absolument donc absolument rien concernant ces appareils, donc l'ensemble des H75 SBC qui ont été sur la Pointe des Sables, appareils entièrement neufs et qui n'ont jamais servi au combat. Donc, les sources principales que j'ai utilisées sont les données donc, sur le lieutenant-colonel Erwan Salou, qui a fait ses recherches donc, au début des années 2000 pour savoir justement qu'est-ce qui restait et avec qui j'étais en contact pour la suite. Donc, les autres éléments, ce sont des éléments qui concernent justement les inventaires de H75, mes autres sources, et principalement des recherches historiques américaines, et ainsi que les notes du Congrès par rapport aux contrats qui ont pu être passés. Donc, ça va clôturer notre présentation pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Et j'espère que c'était intéressant. C'était la première fois que je me livre à l'exercice. J'avoue que Benoît, c'est Nicolas. Donc, je te contacterai en message privé parce que je travaille sur la thèse 1943, le renouveau de l'armée de l'air. Et il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé et qui m'intéressent sur les actes, etc., que tu as parlé. Donc, je te très bien. contacterai pour avoir tes sources et qui peuvent m'intéresser aussi. Pas de problème, avec plaisir. Merci. Et c'était très intéressant, en tout cas pour ma part. Ouais, et très bien documenté sur un sujet que moi je connaissais pas du tout. Moi non plus. Une question de Serge. Le H75 qui vole aujourd'hui, il est de quelle origine? Le H75, c'est un A2, donc il fait partie des premiers appareils qu'il y a. Et c'est là qu'il y a une certaine confusion existe, parce que ce que vous allez pouvoir trouver souvent dans certains livres qui se disent référence, c'est que les appareils qui étaient sur le Bear, c'était des H75A1. En fait, ce sont des H75A4, mais qui sont aussi appelés H751. Donc, du fait qu'il y ait cette double mention et le fait que ce sont des H751, fait qu'ils sont des fois passés en 1. Donc, le H75A2 qui vole aujourd'hui fait partie de la deuxième commande qui a été faite par Jean Monnet dans l'avant-guerre. Donc, ça fait partie des appareils qui ont été livrés directement en métropole avant. Donc, qui sont retrouvés probablement en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, Afrique du Nord, donc c'est le Meknes, c'est là où ils ont été utilisés principalement, puis ramenés après à Marseille, puis ensuite après Marseille, ils ont dû finir leur carrière à Bordeaux, du côté de Cazaux, si je ne me trompe pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Alors, comme je disais, oui, pardon. Plusieurs questions. Est-ce que, alors c'est Bertrand qui demande, est-ce que les premières livraisons étaient en caisse par bateau?
Les premières livraisons ont été en caisse, en fait. C'était les premiers appareils ont été livrés en caisse par bateau. Pourquoi? Parce que le seul appareil, le seul en fait transport qu'il y avait, c'était le Béarn qui était retransformé vers 1939 en configuration comme transport d'avion. Pourquoi? Parce qu'il était inadapté comme porte-avions, comme je l'ai mentionné, en raison de sa vitesse. Il avait servi juste avant dans une escadre anglo-française dans les premiers mois de la guerre pour aller chasser le Graf Spee, le croiseur allemand Graf Spee qui est après allé en Amérique du Sud. Mais ça n'a pas été un grand succès en raison justement de ses performances, de gros problèmes. Donc, comme je disais, il y a eu au moins 3 refontes sur le Béarn. Et donc, il n'y avait pas d'autres transports adaptés pour pouvoir amener un avion complètement en une seule pièce directement. Donc, on parle d'avions qui sont démontés. Frédéric demande, il dit qu'il a cru comprendre que la France avait commandé 600 appareils de reconnaissance, que ça lui paraissait Oui, beaucoup. c'est ce qu'on retrouve dans les contrats. C'est ce qu'il y avait avec Stinson. Si vous faites une recherche sur le Stinson HW75, au niveau des commandes, il y a eu 600 appareils qui ont été commandés de HW75. En fait, en pratique, il y en a eu les 26 qui ont été envoyés à travers le Béarn et la Jeanne d'Arc, puis après une deuxième commande de 33 qui est arrivée jusqu'en Newfoundland, donc Terre-Neuve. Et à Terre-Neuve, ils se sont arrêtés là. Ils ont été redistribués soit en Angleterre, soit à la Royal Canadian Air Force. Donc, c'est la deuxième partie de 33 est arrivée là. Donc, mais effectivement, le nombre est assez impressionnant. Dans les notes que j'ai retrouvées, il y a un moment, il y a une communication entre Daladier et le colonel Stéphane Touvenot. Et en gros, il demande qu'est-ce qu'il faut acheter. Et Daladier répond prenez tout ce que vous pouvez. Donc, l'ordre était vraiment d'acheter dans tout ce qu'ils étaient capables d'acquérir à ce moment-là. C'était vraiment dans un mouvement presque désespéré. Une question, vas-y Nicolas. Oui, une autre question, Benoît. Est-ce que tu sais s'il y a une corrélation du fait qu'en 1943, en fin 42, pardon, début 43, les premières unités, donc le groupe de chasse de 5 Lafayette va toucher les P-40. Est-ce qu'il y a une corrélation avec la commande qui avait été faite justement de P-40, même si c'est pas du tout le même modèle, mais puisque ça sera des F en 43, fin 42, début 43, et tout à l'heure tu parlais de P-40A, je crois. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a une corrélation entre les deux? Et j'ai pas retrouvé de traces non plus sur les ventes de F5 Licknight qui a équipé le groupe de reconnaissance de 33. Est-ce que toi, tu as retrouvé des choses à ce sujet? Les choses que j'ai retrouvées, en fait, c'est que c'était à première vue, à travers les accords, c'était plus dans le cadre des achats qui étaient menés avant-guerre, mais c'était du cadre des accords de Lend-Lease. Et Oui, c'est le plan 6. c'est ça. Et c'est là que ça a été pris. Et étant donné que la commission était franco-anglaise, j'ai pas retrouvé la documentation, mais mon sentiment, c'est qu'il faudrait regarder du côté des archives britanniques et qu'on a probablement l'affectation de ces Tomahawks depuis les commandes anglaises vers les unités françaises. D'après les recherches que j'ai pu mener, c'est dans cette direction-là que j'irai creuser un peu plus. D'accord, je t'en remercie. En fait, c'est un sujet qui m'a intéressé à plusieurs. Moi, ça va faire plus de 20 ans maintenant que je vis au Québec, au Canada. Donc, un des points qui m'intéressait beaucoup, c'est que ça a transité par le Canada et on pouvait retrouver certains de ces appareils ici. Il y a un Curtiss HW75 qui a été récemment remis en vol, qui faisait partie justement des appareils de la deuxième commande que je parlais, les 33 appareils dont je parlais tout à l'heure, faisaient partie justement de ces commandes-là. Donc, on se retrouve aussi une petite chose. Je parlais que la France avait financé. L'autre chose qui est intéressante, c'est que finalement, elle n'a pas été payée, cette commande. Elle a été payée après-guerre uniquement en partie. Et une des raisons qu'il y avait, c'était que quand les États-Unis, donc après 1943, ont eu accès de nouveau à la Martinique et à l'or de la Banque de France, une des choses qui s'est passée, c'est qu'au moment de transférer tout l'or vers Brest et une partie vers Toulon, ça a été converti en pièces des dollars
des dollars américains en or. Et d'après les taux de change et les règles, ce que j'ai retrouvé dans mes recherches, c'est que le dollar américain or en fait, c'était la face du dollar. Le dollar américain or avait une valeur de 1 dollar. Donc la France a refusé d'utiliser cet or-là pour payer, parce que bien entendu, c'est une valeur qui était beaucoup supérieure. Donc ça a duré pendant un grand nombre d'années avant que ça soit vraiment honoré. Oula. Bertrand demande si les pièces de Martinique servent aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des restaurations à leur sujet. Absolument rien. Donc, il y a toutes les pièces qu'il y a eu, tout ce qui a été retrouvé dans l'article. Il y a absolument rien qui a été retrouvé, peut-être dans des collections personnelles, mais aucune restauration, aucun musée. C'était pour ça que moi j'avais fait une recherche pour savoir justement est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait aller retrouver, que ce soit des data plates, que ce soit un moteur cyclone ou autre, quelque chose d'assez gros qu'on puisse aller rechercher. Mais il n'y a rien. Et quand j'ai regardé les plans, donc les vues de Google Earth aujourd'hui de la zone, le parking qui a fait, mon sentiment, c'est que peut-être dans la zone maritime qui est là, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été poussées à la mer. Et c'est là qu'on aurait en bordure sous-marine la possibilité de retrouver peut-être un moteur ou deux dans les fonds marins, mais c'est les seules choses qu'il pourrait y avoir, et encore avec des états de corrosion pas possibles. Donc, à moins d'une exposition statique à titre de mémoire, je vois aucune utilisation possible dans un cadre de restauration. Servir ça fait du béton armé, alors peut-être. Oui. Les moteurs, etc. C'est venu renforcer les digues. Donc, je ne sais pas. D'autres... À ma connaissance, c'était le seul porte-avions de l'armée française à cette époque-là, le Béarn. Absolument, oui, ça a été le seul. Donc, juste avant-guerre, il y a eu la commande de 2 unités de la classe Joffre. Mais sinon, avant là, c'était absolument le seul. Et il a été converti en transport, comme je l'ai indiqué, en fin 1939, vraiment. Et il a servi après uniquement pour le transport. Il a resservi après pour le transport d'appareils vers l'Indochine. Il a servi à d'autres choses, mais il n'a jamais servi en opération réellement pour des opérations aéroportées. Et est-ce que c'est le premier porte-avions que la France a acquis? Oui, en fait, qui a construit la France, puisque c'était à la base, c'était un croiseur lourd, donc c'était le cuirassé Normandie, donc de la classe Normandie, et il y en avait plusieurs unités de prévues, et ça a été la coque elle-même a commencé à être mise en chantier avant le début de la Première Guerre mondiale. Et on a une idée de ce que deviennent l'équipage du Béarn, en fait, lorsque la guerre éclate, en fait, ils font Ils quoi sont après? ils sont restés sous le soleil au moins jusqu'en 1943. Ils sont restés, et le passage à la France libre, ils sont restés à la Martinique et à Pointe-à-Pitre. Un peu comme dans une autre façon pour un autre théâtre. Si je parlais du Graf Spee tout à l'heure, qui s'était réfugié à Montevideo, bah, c'était la même chose. L'équipage allemand était resté en Amérique du Sud. Donc là, la même chose pour l'équipage du Béarn. L'équipage aussi de la Jeanne d'Arc, elle est à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et le Émile Bertin aussi qui est en Guadeloupe.